Cette notion d'accusé à haut risque réfère à une disposition du Code criminel canadien qui est entrée en vigueur le 11 juillet 2014. Dans le cas où un accusé faisant l'objet d'un verdict de non-responsabilité criminelle est déclaré à haut risque, les décisions pouvant être rendues par la CETM sont limitées. D'abord, il est important de mentionner que la CETM n'a pas compétence pour déclarer un accusé à haut risque. Cette compétence appartient à la Cour de juridiction criminelle. Cette dernière peut, au terme d'une audience, déclarer un accusé à haut risque dans les conditions suivantes. 1. L'accusé est âgé de 18 ans ou plus au moment de la perpétration de l'infraction à l'origine du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. 2. Le verdict est en lien avec une infraction grave contre la personne, c'est-à-dire que l'accusé a commis un acte criminel mettant en cause soit la violence ou la tentative d'utiliser la violence contre une autre personne, soit un comportement qui met ou risque de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne, ou qui inflige ou risque d'infliger des dommages psychologiques graves à une autre personne. Ou encore, l'accusé a commis un acte criminel lié à des infractions d'ordre sexuel dont la liste est mentionnée à l'article 672.81 alinéa 1.3b du Code criminel. Troisièmement, toujours dans les conditions de la déclaration d'un accusé à haut risque, si le tribunal est convaincu qu'il y a une probabilité marquée que l'accusé usera de violence de façon qu'il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne. Ou encore qu'il est d'avis que les actes à l'origine de l'infraction étaient d'une nature si brutale qu'il y a un risque de préjudice grave, physique ou psychologique pour une autre personne. Pour déclarer ou non un accusé à haut risque, la Cour de juridiction criminelle prend en compte tout élément de preuve pertinent, notamment 1. La nature et les circonstances de l'infraction. 2. La répétition d'actes comme celui qui est à l'origine de l'infraction. 3. L'état mental actuel de l'accusé. 4. Les traitements suivis et à venir de l'accusé et la volonté de celui-ci de suivre ces traitements. Et 5. L'avis des experts qui l'ont examiné. La question à trancher dans le cas d'un accusé à haut risque est la même que dans tout cas où un verdict de non-responsabilité criminelle est rendu, soit évaluer l'importance du risque de dangerosité que représente l'accusé pour la sécurité du public en raison de son état mental au moment de l'audience et décider, le cas échéant, des mesures à prendre afin d'assurer cette sécurité. Si on regarde maintenant les décisions possibles, la première décision possible est celle où un accusé est considéré être toujours à haut risque. La CETM doit rendre une décision de détention sans possibilité de séjour à l'extérieur de l'hôpital, sauf si les conditions suivantes sont réunies. 1. Le responsable de l'hôpital estime la sortie appropriée pour des raisons médicales ou pour les besoins de son traitement, si l'accusé est escorté d'une personne qui l'a autorisé à cette fin, et, deuxièmement, un projet structuré a été établi pour faire face aux risques relatifs de la sortie, qui, en conséquence, ne présente pas de risque inacceptable pour le public. Maintenant, pour un accusé qui ne représente plus un haut risque. La deuxième décision possible est dans le cas où la CETM tient une audience de révision et qu'elle est convaincue qu'il n'y a pas de probabilité marquée
que l'accusé use de violence de façon qu'il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne. Elle peut alors renvoyer l'affaire devant la Cour supérieure de juridiction criminelle, qui est la seule compétente pour réviser la déclaration portant que l'accusé est à haut risque. On peut retrouver cela à l'article 672.84, alinéa 1 du Code criminel. Si la Cour supérieure ne révoque pas la déclaration portant que l'accusé est à haut risque, elle retourne l'accusé devant la CETM qui doit tenir une nouvelle audience dans les meilleurs délais ou dans les 45 jours, selon l'article 672.84, alinéa 5 du Code criminel. Nous en arrivons maintenant au cas où l'accusé fait l'objet d'un verdict d'inaptitude à subir son procès. La définition de l'inaptitude à subir son procès se retrouve à l'article 2 du Code criminel, qui se lit ainsi. Incapacité de l'accusé, en raison de troubles mentaux, d'assumer sa défense ou de donner des instructions à un avocat à cet effet, à toute étape des procédures, avant que le verdict ne soit rendu, et plus particulièrement incapable de 1. Comprendre la nature et l'objet des poursuites, 2. Comprendre les conséquences éventuelles de la poursuite, 3. De communiquer avec son avocat. Les tribunaux judiciaires ont eu à se pencher sur le niveau d'incapacité que l'accusé doit présenter pour ne pas être en mesure de subir un procès. Ils ont retenu le test de la capacité cognitive limitée, c'est-à-dire que l'accusé doit avoir une capacité suffisante ou minimale de comprendre le processus judiciaire, de participer à la préparation et à la tenue du procès, ainsi que de pouvoir communiquer avec son avocat. Il doit être en mesure de recevoir des conseils de son avocat et de lui donner des instructions. Ils n'ont pas retenu le test du raisonnement analytique, c'est-à-dire la capacité pour l'accusé de prendre des décisions qui lui soient bénéfiques. Également, ils ont précisé qu'il ne faut pas confondre l'inaptitude à subir son procès et l'incapacité de se remémorer la séquence des événements entourant les infractions. L'incapacité à témoigner de ce qui s'est passé n'est pas une condition d'inaptitude à subir son procès. Nous vous référons aux deux arrêts suivants, R contre Whittle et R contre BS. La question à trancher. Lorsqu'un accusé est reconnu inapte à subir son procès, les poursuites sont suspendues devant la Cour de juridiction criminelle et l'accusé est référé à la CETM. Cette dernière doit alors déterminer si au moment de l'audience, devant elle, l'accusé est apte à subir son procès, en tenant compte des critères retenus dans la définition de l'inaptitude à subir son procès. Alors voyons les décisions possibles. Le code d'aptitude, selon l'article 672.48 alinéa 2 et 672.49 du Code criminel. La première décision possible est dans le cas où la CETM est d'avis que l'accusé est devenu apte à subir son procès. Elle ordonne alors son renvoi devant la Cour de juridiction criminelle et détermine si des mesures doivent être prises pour s'assurer du maintien de son aptitude jusqu'à ce que la Cour de juridiction criminelle se prononce sur son aptitude à subir son procès et de la sécurité du public. Les mesures pourraient être une libération conditionnelle ou une détention à l'hôpital responsable, avec ou sans modalité, si la CETM croit que sans celle-ci, l'accusé deviendrait inapte à subir son procès.
Il arrive souvent que lorsque la Cour de juridiction criminelle décide que l'accusé est apte à subir son procès, ce dernier revienne devant la CETM avec un verdict de non-responsabilité criminelle. La deuxième décision possible est dans le cas où la CETM est d'avis que l'accusé est toujours inapte. Celui-ci demeure sous la juridiction de la CETM qui détermine, suivant l'article 672.54 du Code criminel, les mesures à prendre pour s'assurer particulièrement de la sécurité du public. La CETM peut rendre une décision de libération avec des conditions à respecter ou de détention avec ou sans modalité, comme pour les cas faisant l'objet d'un verdict de non-responsabilité criminelle. Par contre, il est important de préciser qu'un accusé inapte ne peut être libéré inconditionnellement. La troisième décision possible est dans le cas où la CETM est d'avis à la lumière de la preuve entendue lors d'une audience de révision, donc minimalement après une deuxième audience devant la CETM, que l'accusé n'est toujours pas apte à subir son procès et qu'il ne le sera vraisemblablement jamais et qu'il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public. La CETM peut alors recommander à la Cour, qui a compétence à l'égard de l'infraction dont l'accusé a été déclaré inapte à subir son procès, de tenir une audience pour déterminer si la suspension d'instance devrait être prononcée. Si la Cour de juridiction criminelle accorde la suspension de l'instance, l'accusé n'aura jamais à subir son procès. Si la Cour de juridiction criminelle n'accorde pas la suspension d'instance, l'accusé reviendra devant la CETM. La quatrième décision possible est l'ordonnance de renvoi. Elle est possible lorsque les conditions suivantes sont réunies. 1. L'accusé est apte à subir son procès et détenu dans un hôpital responsable. 2. L'accusé et le responsable de l'hôpital désigné consentent au renvoi devant la Cour de juridiction criminelle. Et 3. La CETM ne tiendra pas d'audience dans un délai raisonnable. La demande de renvoi peut être formulée soit par le responsable de l'hôpital désigné, soit par l'accusé ou par son avocat. Un rapport écrit d'évaluation psychiatrique concluant que l'accusé est devenu apte à subir son procès doit être produit à la CETM avec les 2 formulaires de consentement que nous retrouvons dans le guide de la CETM aux annexes 1A et 1B et que vous pouvez consulter sur le site du Tribunal administratif du Québec. Sur réception des consentements et du rapport d'évaluation psychiatrique, le président de la CETM peut ordonner que l'accusé jugé apte à subir son procès soit renvoyé devant la Cour de juridiction criminelle sans avoir à tenir une audience. En plus des décisions décrites précédemment, la CETM peut rendre différentes ordonnances qui vous sont maintenant présentées. La première, il s'agit du mandat ou de l'ordonnance d'amener. La CETM peut émettre un mandat d'amener ou rendre une ordonnance d'amener pour assurer la présence d'un accusé visé par une audience devant elle. Elle indique dans le mandat ou l'ordonnance d'amener la date, l'heure et le lieu fixé pour l'audience. Elle peut demander que l'accusé soit amené avant l'audience pour qu'il puisse être évalué par le médecin traitant. La CETM peut émettre un mandat d'amener ou rendre une ordonnance d'amener dans le cas où l'accusé n'était pas présent à la dernière audience ou qu'elle est informée qu'il ne se présentera pas à l'audience qui est fixée. Si l'accusé n'est pas détenu, la CETM émettra un mandat d'amener qui sera transmis et exécuté par les corps policiers. Par contre, si l'accusé est détenu, par exemple dans un centre de détention, la CETM rendra une ordonnance d'amener
à la personne responsable de la garde de l'accusé pour qu'elle l'amène devant la CETM. La deuxième ordonnance, il s'agit de la délégation de pouvoir. La CETM peut accorder, lorsqu'elle rend une décision de libération ou de détention, une délégation de pouvoir au responsable de l'hôpital. La délégation de pouvoir permet au responsable de l'hôpital d'assouplir les privations de liberté de l'accusé s'il y a amélioration de son état mental ou au contraire, de les resserrer s'il y a détérioration de son état mental qui augmente le risque qu'il pourrait représenter pour la sécurité du public s'il était maintenu en liberté selon les limites prévues dans la décision de la CETM. Le pouvoir d'assouplir les privations de liberté dans le cas d'un accusé à haut risque est assujetti aux restrictions prévues au Code criminel et détaillé dans la section « Accusé à haut risque, les décisions possibles ». Dans le cas d'un resserrement important de la liberté accordée à l'accusé par la CETM, le responsable de l'hôpital désigné doit inscrire ce fait dans le dossier de l'accusé, aviser rapidement l'accusé et aviser la CETM si ce resserrement dure plus de 7 jours. Dans ce cas, la CETM tiendra une nouvelle audience le plus rapidement possible. Par contre, si l'état mental de l'accusé s'améliore avant que l'audience soit tenue, l'hôpital désigné peut à nouveau assouplir les conditions de l'accusé en le libérant sous réserve des mêmes modalités déterminées par la CETM lors de la dernière audience. Elle doit alors en informer la CETM et l'audience fixée n'aura pas lieu. Troisième type d'ordonnance, l'évaluation de l'état mental. La CETM peut rendre une ordonnance demandant qu'une évaluation de l'état mental de l'accusé soit faite en vertu de l'article 672.121 du Code criminel si elle a des motifs raisonnables de croire qu'une preuve concernant son état mental est nécessaire dans les cas suivants. D'abord, pour déterminer s'il y a lieu de faire une recommandation de suspension d'instance à la Cour de juridiction criminelle dans le cas d'une personne inapte à subir son procès. Dans un deuxième cas, pour rendre une décision en vertu de l'article 672.54 du Code criminel, dans les cas suivants. Aucun rapport d'évaluation de l'état mental de l'accusé n'est disponible. Aucune évaluation de l'état mental de l'accusé n'a été faite au cours des 12 derniers mois, ou encore, l'accusé a fait l'objet d'un transfèrement interprovincial. Nous reviendrons d'ailleurs sur le sujet un peu plus loin. Troisièmement, pour déterminer s'il y a lieu de renvoyer l'affaire à la Cour pour révision d'une déclaration concernant un accusé à haut risque. Lorsqu'une telle ordonnance est émise, celle-ci désigne la personne ou l'hôpital chargé de l'évaluation, précise si l'accusé doit demeurer sous garde pendant que l'ordonnance est en cours de validité et fixe la période durant laquelle l'évaluation doit avoir lieu. Selon l'article 672.15 du Code criminel, une ordonnance d'évaluation ne peut être en vigueur pendant plus de 30 jours, à moins que des circonstances exceptionnelles l'exigent et que la CETM en soit convaincue. Cette dernière peut alors ordonner que l'ordonnance d'évaluation soit en vigueur pour une période de 60 jours. Lorsqu'une ordonnance d'évaluation est fixée pour une période de 30 jours, celle-ci peut être prolongée d'un maximum de 30 jours à la demande d'un accusé, du DPCP ou d'office pour la période que la CETM juge nécessaire à l'évaluation de l'état mental de l'accusé. Un quatrième type d'ordonnance concerne le transfert interhospitalier. La CETM peut ordonner le transfert de l'accusé dans un autre hôpital que celui où il est suivi ou détenu. Le transfert peut être justifié en raison, entre autres, d'une offre de traitement dans un autre hôpital, de la sécurité du public, des ressources requises par l'état de l'accusé ou d'une ordonnance de placement. Tout transfert entre hôpitaux désignés doit être ordonné préalablement par la CETM lors d'une audience. La CETM est alors guidée pour la prise de sa décision par les paramètres suivants.
qui sont établis à l'article 672.54 du Code criminel et que nous retrouvons dans la section « Les 4 facteurs de base ». Elle prend également en considération l'intérêt de l'accusé, le niveau de risque qu'il représente pour la société et le niveau d'encadrement nécessaire considérant sa condition. La CETM n'est pas tenue d'obtenir l'autorisation préalable d'un hôpital avant d'ordonner son transfert. Cependant, elle s'attend à ce que les hôpitaux concernés communiquent ensemble avant l'audience portant sur la demande de transfert. Maître Lacasse poursuivra la présentation des autres ordonnances pouvant être émises par la CETM. Nous en sommes rendus à la 5e ordonnance que la commission d'examen peut rendre. La CETM est tenue de rendre une ordonnance de non-publication ou de non-diffusion de tout renseignement qui permettrait d'établir l'identité d'une victime de tout âge ou d'un témoin âgé de moins de 18 ans, lorsque le verdict rendu est en lien avec une infraction d'ordre sexuel ou de pornographie juvénile. Dans le cas d'un accusé adolescent, d'une victime ou d'un témoin mineur, la CETM n'a pas à émettre en principe une ordonnance de non-publication ou de non-diffusion, considérant la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et ses articles 110 et 111 qui prévoient l'interdiction de publication de leur nom ou de tout autre renseignement de nature à révéler leur identité ou qu'il a fait l'objet de mesures prises sous le régime de cette loi. La CETM a, dans l'exercice de sa juridiction, l'obligation de respecter cette loi. Dans tous les autres cas, la CETM peut ordonner la non-publication ou la non-diffusion de tout renseignement qui permettrait d'établir l'identité de la victime ou d'un témoin de tout âge à la suite d'une demande d'une partie, d'une victime ou d'un témoin intéressé, lorsqu'elle est convaincue que la bonne administration de la justice l'exige. Elle peut assortir l'ordonnance de toute condition qu'elle estime indiquée. Cette demande doit être présentée par écrit à la CETM dès que possible. Elle doit être notifiée aux parties ainsi qu'à toute autre personne touchée et identifiée par la CETM. Elle doit énoncer les motifs démontrant que l'ordonnance servirait la bonne administration de la justice. La CETM prend en compte les éléments suivants pour décider si elle doit rendre une telle ordonnance. D'abord, le droit à une audience publique et équitable, tout risque sérieux de préjudice grave pour la victime ou le témoin si son identité est révélée, de la nécessité d'assurer la sécurité de la victime ou du témoin et de les protéger contre l'intimidation et les représailles, l'intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes ou des témoins au système judiciaire, l'existence d'autres moyens efficaces permettant de protéger l'identité de la victime ou du témoin, les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de l'ordonnance demandée, les répercussions sur la liberté d'expression des personnes touchées par l'ordonnance demandée et tout autre facteur qu'elle estime pertinent. Nous en arrivons à une 6e ordonnance qui peut être émise par la Commission, celle du transfèrement de l'accusé dans tout autre lieu au Canada aux fins de sa réinsertion sociale, sa guérison, sa garde ou son traitement. Cependant, le transfert doit être autorisé au préalable par le procureur général du Québec et celui de la province où le transfert est envisagé. Et cette conclusion n'est pas une ordonnance, mais une recommandation de transfèrement de l'accusé. La partie qui demande un transfert interprovincial doit soumettre à la CETM les raisons qui, selon elle, le justifient et lui soumettre les renseignements suivants. Il devra lui soumettre les raisons pour lesquelles le transfert serait de nature à faciliter la réinsertion sociale ou le traitement de l'accusé, l'endroit où l'accusé résidera si le transfert est autorisé, le nom de l'hôpital où il sera suivi et le nom du médecin qui assurera le suivi, le cas échéant, et s'il est connu.
Si la CETM recommande le transfert, elle en informe le procureur général du Québec en transmettant sa recommandation au directeur des poursuites criminelles et pénales. En vue du transfèrement, la CETM peut rendre une ordonnance enjoignant l'accusé de se présenter au lieu désigné dans l'autre province, selon les modalités qu'elle ou la CETM de la province d'arrivée juge indiquées. Une dernière ordonnance que la CETM peut rendre, c'est l'ordonnance de placement. C'est dans le cas d'un contrevenant à double statut. Un contrevenant à double statut est un accusé faisant l'objet d'une décision de détention rendue par la CETM ou par une cour de juridiction criminelle en vertu de l'article 672.54c du Code criminel et à qui une peine d'emprisonnement a été imposée à l'égard d'une autre infraction criminelle. Cette situation ne vise pas un prévenu qui est en détention en attendant son procès. Lors de l'audience tenue dans le présent cas, la CETM doit décider dans quel milieu l'accusé devra être détenu, à l'hôpital ou en milieu carcéral. C'est ce que nous appelons une ordonnance de placement. La CETM tiendra compte, lors de sa prise de décision, des éléments suivants. D'abord, de la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses. Deuxièmement, des besoins en traitement de l'accusé et la disponibilité des installations et des personnes affectées au traitement. Troisièmement, du consentement de l'accusé au traitement et sa capacité à bien réagir à celui-ci. Et finalement, les autres facteurs qu'elle juge pertinents. Voyons maintenant ce qu'il en est de l'exécution de la décision. La CETM rend sa décision verbalement à l'audience dans presque tous les cas. Il est rare qu'elle prenne sa décision à délibérer. Elle consigne sa décision au procès-verbal de l'audience qui est remis aux parties le jour même de l'audience. À la fin de l'audience, elle explique sommairement sa décision à l'accusé, aux parties, à l'équipe traitante ou à toute autre personne présente. Des motifs écrits plus détaillés sont remis par la suite. Depuis janvier 2009, les décisions de la CETM sont transmises aux corps policiers concernés afin que ceux-ci procèdent à leur inscription au Centre de renseignement policier du Québec, connu aussi sous l'acronyme CRPQ. Les décisions de la CETM sont exécutoires au même titre que celles d'une cour de juridiction criminelle. Tout comme une cour de juridiction criminelle, elle n'exécute pas ces décisions. Il appartient au responsable de l'hôpital désigné, en collaboration avec l'équipe traitante, de voir à l'exécution de la décision de la CETM et de son respect par l'accusé. À cet effet, différentes solutions se présentent à lui. Premièrement, signalement d'un manquement. Le responsable de l'hôpital désigné qui constate ou apprend que l'accusé ne respecte pas les conditions que la CETM lui a imposées, ou si l'accusé est parti sans laisser d'adresse, peut transmettre au corps de police de sa région le formulaire « Signalement à un corps de police d'un manquement à une ordonnance » que nous retrouvons dans le guide de la CETM à l'annexe 2 et que vous pouvez consulter sur le site du Tribunal administratif du Québec. Deuxièmement, une ordonnance intérimaire. À la suite de la réception du formulaire intitulé « Signalement à un corps de police d'un manquement à une ordonnance », un agent de la paix peut arrêter un accusé s'il a des motifs raisonnables de croire que ce dernier a fait défaut de se conformer aux conditions prévues dans la décision de la CETM et l'obliger à comparaître devant un juge de paix en vertu des articles 672.91 et suivants du Code criminel. Le juge de paix peut rendre l'ordonnance qu'il estime indiquée dans les circonstances et retourner l'accusé devant la CETM. C'est ce que nous appelons une ordonnance intérimaire. Toutefois,
il n'y a pas de nouvelles accusations criminelles déposées à l'égard de l'accusé. Finalement, et troisièmement, dans l'éventualité où une délégation de pouvoir a été accordée à la CETM au responsable d'un hôpital désigné et que ce dernier estime que la conduite de l'accusé aggrave le risque qu'il représente pour la sécurité du public de façon importante à court terme, le responsable de l'hôpital peut utiliser cette délégation de pouvoir pour hospitaliser l'accusé. Une partie insatisfaite d'une décision rendue par la CETM peut en appeler devant la Cour d'appel dans les 15 jours suivant la réception de la décision. Une copie de l'avis d'appel doit être notifiée à la CETM. La Cour d'appel peut accorder, sur demande, une extension du délai d'appel. L'appel est entendu dans les meilleurs délais possibles. Il importe de faire une distinction entre l'appel et la demande de révision. Une partie qui n'est pas en accord avec la décision de la CETM, qu'elle a rendue en raison d'erreurs de fait, de droit ou des deux, devra déposer son recours devant la Cour d'appel. La demande de révision s'applique dans le cas où il y a eu un changement dans la situation de l'accusé et qu'une nouvelle évaluation de sa situation s'avère nécessaire. Sur réception de l'avis d'appel, la Cour d'appel en informe la CETM. Celle-ci doit alors transmettre une copie de son dossier à la Cour d'appel. Le dépôt d'un avis d'appel ne suspend pas l'application de la décision de la CETM. Cependant, une partie peut demander à la Cour d'appel que soit suspendu l'effet de la décision de la CETM. La Cour d'appel peut accorder la suspension si elle est d'avis que l'état mental de l'accusé le justifie et rendre toute autre décision qu'elle estime justifiée dans les circonstances, sauf une libération inconditionnelle, tant que l'appel est en instance. C'est ici que prend fin notre présentation portant sur la CETM. Vous en savez maintenant plus sur son rôle, ses pouvoirs et son fonctionnement.